Oui, vous avez bien lu, et non, vous ne rêvez pas. Il faut stopper la recherche spatiale et son industrie maintenant. Évidemment, je dis pas ça comme ça. J'ai des arguments de choc qui vont venir perturber même les plus fervents défenseurs de cette ignominie. Bon déjà, je sais pas si vous êtes au courant, mais d'après le GIEC, on est foutu. Si on continue à polluer et à rejeter des gaz à effet de serre, on va aller dépasser ces 1,5 degrés de réchauffement. Donc sans déconner, si on continue à envoyer ces énormes engins ultra polluants pour simplement aller dans un endroit où il y a que dalle, on va pas s'en sortir. Vous pensez à notre survie ou pas un peu? Je veux pas dire, mais mon petit Jean Covici, je l'adore celui-là, a quand même dit que l'on devait tous restreindre notre nombre de vols en avion à 3 par personne si on voulait survivre. Donc comme une fusée, ça doit être 4 fois plus grand qu'un avion environ, ça fait 0,75 décollage autorisé. Si je prends la partie entière du résultat parce que j'ai envie, ça fait 0. Pour résumer, d'après mon étude parfaitement rigoureuse scientifiquement parlant, parce que j'ai quand même utilisé les données du J, pour sauver la planète, on doit tout simplement arrêter complètement les décollages de fusées, et donc stopper l'industrie spatiale. Et je sais pas si vous avez vu passer de cette vidéo, elle montre tous les débris qui se trouvent actuellement dans l'espace. Je sais pas vous, mais moi quand je vois ça, j'ai des frissons de terreur. Et bientôt on aura quoi? Des anneaux de débris autour de la Terre, c'est ça? On pourra renommer notre belle planète bleue Saturne Ordure. Mais pire encore, si ça continue, on ne pourra même plus recevoir les rayons du soleil. Donc un grand merci à l'industrie spatiale qui nous permet de combattre le réchauffement climatique. Un mal pour un bien en fait, voire même un bien pour un bien, puisqu'en plus de stopper complètement le réchauffement climatique, notre futur bouclier de débris empêchera au final tout envoi de fusées dans l'espace. Mais c'est merveilleux. Moi je rigole bien sûr, c'est cataclysmique. Puis sans déconner, on n'a pas de priorité? La conquête spatiale nous coûte des milliards et des milliards, pourquoi? Prendre des photos aussi moches et floues de choses inintéressantes qui ne servent qu'à être choisies comme fond d'écran par des personnes sans personnalité? Ça nous parle de recherche spatiale, mais on n'a toujours pas trouvé l'origine de notre univers ou une autre civilisation. Complètement inutile, je vous dis. Et vous vous rendez compte aussi qu'avec ces milliards, on pourrait régler des problèmes bien plus terre-à-terre qui pourrissent l'humanité? La faim dans le monde ou la pauvreté, par exemple. On pourrait même aussi financer d'autres domaines de recherche pour par exemple éradiquer le cancer et le sida. Irréfutable ce que je viens de dire. Et seules les personnes de mauvaise foi qui refusent de remettre en question leurs certitudes viendront me contredire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous invite à vous abonner pour que YouTube vous signale mes prochaines masterclass dialectiques, même si, en toute honnêteté, je ne pense pas faire mieux que cette vidéo, et à laisser un pouce bleu si vous êtes d'accord avec moi, ce qui en toute logique me donnera un ratio de j'aime de 100%. Allez, reste à vous dire à plus pour une nouvelle vidéo. Salut! Bon, il est temps de revenir aux choses sérieuses. Vous l'aurez sûrement compris, mais le but de cette vidéo n'est pas d'accabler l'industrie et la recherche spatiale en leur mettant uniquement dans la face leurs défauts, mais plutôt de les défendre. Car bien que j'ai grossi le trait des détracteurs de la conquête spatiale, il faut bien avouer, pour être irréprochable en termes d'honnêteté intellectuelle, que plusieurs arguments en défaveur de celle-ci sont parfaitement recevables et grandement pertinents. Les impacts écologiques, l'utilité ou encore la notion de priorité économique sont bel et bien des interrogations légitimes. Et au lieu de faire une vidéo pour dire j'ai raison car vous avez tort parce que vous êtes trop bête pour comprendre la nécessité de préserver l'industrie et la recherche spatiale, j'ai listé ce qui est selon moi 6 arguments classés selon leur pertinence en faveur de celle-ci et qui répondent en même temps aux critiques. J'ouvre le débat, vous me dites ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, comme ça on fait avancer le sujet et tout le monde est content. Allez, tout de suite, le premier argument qui est le moins pertinent comme vous l'avez compris. Ça c'est ma fusée en l'air. Bah oui. Les fusées pourraient être l'un des derniers recours pour sauver les fesses de l'humanité en cas de catastrophe majeure qui nous condamnerait si nous étions coincés sur Terre faute de technologie assez avancée. Ce serait notre sortie de secours en d'autres termes. Un énorme astéroïde attiré par l'attraction phénoménale de notre planète, Poutine qui s'énerve un peu trop, ou tout autre scénario qui rendrait notre planète inhabitable, comme par exemple une prochaine surpopulation si on est malthusien, ou un dérèglement climatique devenu trop important pour la survie de la biodiversité actuelle, pourraient, voire vont arriver. Alors même s'il est évident que d'autres solutions à ces problèmes sont à privilégier avant cette solution extrême qui revient quand même à quitter le navire avant ou pendant que celui-ci coule, il n'en reste pas moins que l'humanité aura un plan B plutôt sûr et efficace en cas d'échec du plan principal. Et ce, d'autant plus que notre technologie spatiale soit de plus en plus perfectionnée, ce qui signifie de préserver la conquête spatiale et ses recherches. Et je pense qu'il est plutôt sage de dire, avec maintenant près de 300 000 ans de recul, que l'humanité a toujours besoin d'un plan B. Ceci étant dit, j'ai classé cet argument 6e sur mon échelle de pertinence, car soyons réalistes, de tels scénarios se rapprochent plus aujourd'hui de la science-fiction qu'autre chose, et de tels niveaux de technologie ne seront opérationnels que dans des centaines d'années, voire plus. Néanmoins, cette remarque nous amène quand même au deuxième argument. Ça c'est ma fusée en l'air. Pour ceux qui ne savent pas trop ce que sont les pertes de technologie, tout est dans le nom.
C'est une situation où les connaissances, techniques, compétences ou moyens de fabrication associés à certaines technologies sont oubliés ou perdus au fil du temps. Et au cours de notre histoire, c'est arrivé bien des fois. L'exemple le plus cité est évidemment celui des techniques de construction des pyramides. À moins que vous ayez trop regardé RMC Story et que vous soyez devenu un adepte de la théorie des anciens astronautes, vous seriez d'accord pour dire que les pyramides ont été construites par l'homme. Et bah aujourd'hui, on ne sait pas trop comment ces génies d'Égyptiens ont fait avec leur disponibilité technologique de l'époque pour construire ces chefs-d'œuvre, même s'il est vrai aujourd'hui que certaines hypothèses deviennent de plus en plus crédibles. Il n'en reste pas moins que cela a été un mystère qui a perduré des milliers d'années. On avait perdu cette technologie. Alors, je dis ça, mais aujourd'hui, nos moyens technologiques en termes de documentation et de préservation des connaissances sont tels que même dans un monde théorique où l'on interdirait complètement le domaine spatial, il est certain que nous saurons toujours comment faire des fusées. Néanmoins, comme on le verra avec un autre argument, il y aura toujours au minimum nécessairement des satellisations. Appliquer ne serait-ce que des restrictions sur l'industrie ou la recherche spatiale serait alors un désastre si cela ne se faisait pas au niveau mondial, car on verrait alors se produire une fuite de cerveau. Limiter pénalement un secteur, c'est le rendre moins attrayant. C'est donc diminuer le nombre de cerveaux qui s'orienteront plutôt vers d'autres secteurs ou simplement iront voir ailleurs, ce qui peut finalement engendrer une perte de savoir-faire progressive due à l'abandon de ce secteur. Et ça, c'est terrible, car cela peut grandement ralentir les avancées technologiques spatiales. Et on retombe sur la fin du premier argument. Puisque si l'on veut pouvoir obtenir des technologies spatiales efficaces en termes de performance environnementale, spoil d'un prochain argument, ou tout simplement en performance technique, sachant que le secteur spatial est essentiel pour notre époque, autre spoil, il est nécessaire d'avoir une recherche toujours plus performante, et donc non limitée par de tels phénomènes pour atteindre ce but. C'est le cercle vertueux de la recherche scientifique appliqué au spatial. Mais bon, cet argument n'est pas plus haut dans la liste, car si on se met dans la peau d'une personne circonspecte vis-à-vis du bien fondé de la conquête spatiale, on pourrait rétorquer le fait que la perte d'une technologie ou d'un savoir-faire qui ne sert pas à grand-chose et qui contribue également à un des scénarios catastrophes cités dans le premier argument du fait de ses impacts environnementaux n'est pas un problème en soi. Et en réponse à ceci, je dis simplement d'attendre la suite des arguments, et en parlant d'arguments, on passe maintenant au troisième. Ça, c'est ma fusée en Je vous le dis tout de suite, le troisième argument est largement surcoté sur l'échelle de pertinence de cette vidéo. Cet argument est un argument philosophique. Oui, j'ai bien dit philosophique. Alors tenez-vous prêts, désolé à Aristote s'il me regarde d'en haut et à tous les littéraires qui regardent cette vidéo, bon allez je me lance. On le sait tous, mais l'homme est par nature curieux et ne peut résister à explorer l'inconnu. L'inconnu que représentent le ciel et l'espace sont la quintessence même du désir insatiable de l'homme de comprendre ce qui l'entoure et surtout de s'y rendre. Alors que cela faisait des centaines de milliers d'années que l'homme projetait sans arrêt ses fantasmes sur ce qui se trouvait réellement au-dessus de son être si insignifiant, afin de sustenter comme il le pouvait son obsession innée de compréhension, faute de technologie assez avancée, les progrès technologiques obtenus si durement sur les épaules des géants nous ont enfin permis de sortir de notre berceau. Vouloir limiter nos sorties extraterrestres ne serait-il pas aller contre notre propre nature et abandonner une partie de ce que l'on est ? Ne trahirions-nous pas nos ancêtres du fait de leurs travaux acharnés nous ont permis d'atteindre ce but dont ils ont tant rêvé et qui n'ont pas eu la chance de le voir de leurs propres yeux ? Et surtout, ne serait-il pas le plus grand aveu d'échec de l'histoire de l'humanité qui se freinerait pour la première fois dans sa quête de progrès ? Personnellement, je ne sais pas, à vous de me le dire. En revanche, je suis sûr d'une chose, c'est que cette tirade est critiquable, car l'on pourrait rétorquer, comme pour l'argument précédent, que la curiosité et la soif de progrès de l'humanité passent après sa survie, car c'est bien beau de nous envoyer en l'air, mais si c'est pour qu'à l'atterrissage, on se rende compte qu'on a complètement bousillé notre maison, c'est tout bonnement absurde. Et cet argument des détracteurs de la conquête spatiale aurait été parfait si les trois suivants qui viennent à la rescousse du secteur spatial n'étaient pas réels. Car si les trois premiers arguments de cette liste n'étaient en fait que des mises en bouche, on passe maintenant aux choses sérieuses, avec les arguments les plus pertinents qui mettent à mal l'argumentaire classique des détracteurs de l'industrie et de la recherche spatiale. Ça, c'est ma fusée en On attaque direct l'argument de l'inutilité du secteur spatial. Bon là, ça va aller vite, tant l'argument ne tient pas la route. D'abord, dans une optique d'utilité concrète pour monsieur tout le monde, sans l'industrie spatiale, c'est l'impossibilité d'envoyer des satellites en orbite. Et sans satellites, on dit au revoir à nos systèmes de télécommunications modernes, plus de GPS, plus de système bancaire, ou encore pire, plus de canal SAT. Il faut aussi rappeler que sans nos satellites, c'est plus de prévisions météorologiques précises. Alors on pourra s'en passer avec nos pommes de pin, mais ça deviendrait problématique pour les zones géographiques à risque, car nous ne pourrions plus prédire les cyclones, ouragans ou autres catastrophes climatiques. Ensuite, la recherche spatiale est aussi essentielle pour la science en général. Premièrement avec les domaines directement liés à l'espace,
comme l'astronomie ou l'astrophysique, qui nous permettent de mieux comprendre notre univers, et qui ont besoin de différents dispositifs fabriqués par l'industrie spatiale, pour pouvoir faire avancer leurs recherches. La possibilité d'aller dans l'espace a aussi été décisive pour le progrès de la physique, par exemple. Ça nous a permis, entre autres, de valider des théories par l'expérimentation, comme la relativité générale d'Einstein, qui a été une avancée phénoménale pour l'humanité. Enfin, l'exploration spatiale a aussi rendu possible des avancées médicales significatives, grâce à des recherches qui ne peuvent être réalisées que dans l'espace, potentiellement capables de guérir des maladies. En gros, l'industrie spatiale et ses domaines de recherche sont devenus indispensables à tout le monde, et l'argument de l'inutilité tombe complètement à l'eau. J'aurais pu aussi parler des retombées indirectes de la conquête spatiale sur la société civile, comme les airbags ou le téflon pour ne citer que. Mais je trouve personnellement que ce n'est pas un bon argument, car on ne discute pas de l'intérêt principal de la recherche spatiale. C'est un peu esquiver le débat et donc se mettre une balle dans le pied. Dégommer l'argument bidon de l'inutilité, c'est fait. On passe maintenant à l'argument économique. Ça, c'est ma fusée en En réalité, l'argument précédent suffirait à démonter l'idée qu'on jetterait beaucoup trop d'argent par les fenêtres dans le secteur spatial, qui est grandement financé par l'État. Mais il est quand même important de discuter économie. D'abord, quelques chiffres clés. En 2022, le gouvernement a décidé d'investir 9 milliards d'euros sur 3 ans dans le secteur spatial, c'est-à-dire dans l'industrie et la recherche. En 2023, le CNES, le Centre national d'études spatiales, a eu un budget d'environ 2,6 milliards d'euros, dont 1,07 milliard alloué à l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Toutes les sources seront dans la description. Soyons clairs, ce sont des financements qui peuvent sembler énormissimes à première vue et qui peuvent être sujets aux critiques, surtout quand on argue une priorité des financements aux plus urgents, comme la santé ou la transition énergétique. Mais si on regarde de plus près, on voit en réalité que les disparités de budget ne sont pas si importantes. En ce qui concerne l'écologie, en 2023, le ministère de la Transition énergétique était doté d'un budget de 19 milliards d'euros, donc 2,5 milliards dédiés à MaPrimeRénov' et 1,3 milliard pour financer le bonus écologique et la prime à la conversion. Des actions concrètes pour lutter contre le dérèglement climatique, avec un financement ayant le même ordre de grandeur que celui du secteur spatial. Pour la santé, si on ne prend seulement en compte les investissements concernant l'Agence de l'innovation en santé, qui est l'une des mesures du plan Santé 2030, volet santé de France 2030, qui a pour objectif de favoriser le développement et la mise à disposition de toute innovation en santé qui apporte un bénéfice pour les patients, les professionnels de santé et le système de santé, cette première a reçu un budget de 7,5 milliards d'euros pour les 6 prochaines années. Tout ça pour dire que le budget alloué au secteur spatial ne va pas du tout à l'encontre des enjeux prioritaires actuels. On est sur les mêmes ordres de grandeur, voire même inférieurs si on considère les budgets globaux liés à ces domaines. Et pour terminer ce volet, il faut aussi prendre en compte qu'aujourd'hui, le secteur spatial qui est en plein essor en France est l'un des plus gros employeurs. D'après les chiffres de 2020, l'industrie spatiale représentait 1704 sociétés, qui embauchaient en tout 33 200 employés pour un chiffre d'affaires total de 10,8 milliards d'euros, ce qui est plus que satisfaisant d'un point de vue économique. Venir limiter l'exploration spatiale, c'est venir inévitablement menacer ce fleuron français et ses emplois. Et pour terminer cette vidéo, le point sensible, l'argument principal dont tous les autres découlent, les potentiels impacts écologiques de l'exploration spatiale. Ça, c'est ma fusée en Je commence cet argument par une concession. Le secteur spatial pollue, comme toute industrie par ailleurs, c'est vrai. Mais commençons par se focaliser sur la pollution terrestre. D'après une étude datant de 2022, les émissions de l'industrie spatiale mondiale sont estimées autour de 6 millions de tonnes d'équivalent CO2, et ce par an. Beaucoup, pas beaucoup. Si on compare avec d'autres secteurs, c'est ridicule. L'aviation, c'est entre 1,5 et 3 milliards de tonnes d'équivalent CO2 par an. Pour l'agriculture, en ne prenant en compte que l'Europe, c'est 458 millions de tonnes équivalent de CO2 par an. Alors oui, c'est beaucoup tout de même. Et surtout, certaines données de l'étude ne sont pas très précises, ce qui pourrait revoir le résultat à la hausse. Mais on resterait quand même très loin des principaux pollueurs. Faire le procès du secteur spatial sur ses potentiels impacts environnementaux est selon moi plus qu'exagéré. Surtout que plus on avance, plus les progrès faits dans ce secteur vont dans le sens d'une réduction de la pollution causée par les engins spatiaux. Laisser cette industrie se développer, qui plus est essentiel, c'est avoir la certitude d'une baisse de sa pollution. Et pour ce qui est de la pollution spatiale, il est vrai que cela est un vrai problème. Même si toutes les images que l'on peut voir à ce sujet ont des mises à l'échelle douteuses qui renforcent le sentiment d'urgence, il est plus que nécessaire de s'attaquer à ce problème. Chose qui commence à être faite, notamment avec l'instauration d'amendes pour abandon de débris, d'appareils servant à ramener les gros débris dans l'atmosphère terrestre, ou tout simplement des politiques plus strictes en termes d'abandon de débris. La prise de conscience étant faite, il est sûr que ce problème s'atténuera dans les prochaines années. Voilà, c'était le dernier argument de cette liste non exhaustive. J'espère avoir été pertinent et ne pas avoir dit trop de conneries. Comme le but de cette série de vidéos est d'ouvrir le débat sur un sujet en particulier, je vous invite également à me donner votre analyse de cette question dans l'espace commentaire, quel que soit votre point de vue, afin de faire avancer ce débat. Par ailleurs,
Si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est le meilleur moyen de la promouvoir. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.